Tu me dis quand on est en live du coup. Bonsoir à tous et bienvenue sur Purpose. Je suis Amina Mathilde Ndiaye. Bienvenue sur la revue du Parlement. Je suis ravie de passer cette heure avec Pierre-Yves Bournazel, ici présent. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de Paris. Vous êtes également le président du groupe indépendant et progressiste Conseil de Paris. Et vous êtes également le co-créateur du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée. On aura l'occasion de revenir sur votre parcours. Aujourd'hui, on vous reçoit pour parler de votre proposition de loi sur la contrefaçon. Et notamment, on s'attardera un petit peu sur l'exposé des motifs pour que vous puissiez nous détailler les mesures que vous proposez. On aura également le plaisir d'accueillir Delphine Sarfati Sobrera, la directrice générale de l'UNIFAB, donc l'Union des fabricants, qui est l'une des principales associations de lutte contre la contrefaçon et qui représente les intérêts de plus de 200 fabricants en France. Alors, avant de démarrer cette émission, un mot sur Purpose, Parlement et citoyens pour ceux qui nous connaissent depuis quelques années. Donc Parlement et citoyens, c'était une plateforme qui permet aux parlementaires de co-construire des propositions de loi en ligne avec les citoyens et la société civile. Et aujourd'hui, Purpose est un endroit, donc une plateforme où vous pouvez venir participer, voter, formuler des idées dans le cadre justement de débats autour de propositions de loi et de projets de loi. Donc on vous attend nombreux. Nous, notre rôle ensuite, ce sera d'aller faire des synthèses, des rapports qu'on remettra aux parlementaires notamment, qu'on invitera lors de ces émissions. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur Purpose. On passe à votre parcours rapidement, Pierre-Yves Bournazel. Donc vous êtes député Agir Ensemble du 18e arrondissement, comme je le disais. Et à l'origine, vous avez été élu sous l'étiquette Les Républicains, donc en 2017. Et vous avez ensuite quitté le parti pour créer Agir Ensemble. Et donc le parti, il est représenté par des élus comme vous, mais également par Franck Riester, qui est actuellement au gouvernement, ou encore Valérie Petit, qui travaille beaucoup sur les sujets de simplification administrative. Pourquoi avoir créé le groupe Agir Ensemble ? Nous étions un certain nombre de parlementaires, d'élus locaux, de citoyens qui étions issus d'une droite modérée, profondément humaniste et européenne. Nous ne nous retrouvions pas dans le durcissement de la ligne LR, une ligne très identitaire. Nous étions proches à l'époque plutôt de Bruno Le Maire ou d'Alain Juppé. Et nous souhaitions que le mandat d'Emmanuel Macron soit un mandat utile pour les Français. Et nous avons souhaité l'aider
à réussir ce quinquennat. La réforme notamment du droit du travail, la réforme de la CNCF, la réforme de l'apprentissage, la réforme de l'école pour donner plus à ceux qui ont moins de capital social et culturel au départ par le dédoublement des classes. Et puis moi je suis très investi sur des questions aussi liées à la culture, au sport, sur lesquelles on a beaucoup agi dans ce quinquennat. Et donc nous avons décidé d'être constructifs et de faire d'abord réussir notre pays avant de faire réussir des partis qui sont souvent tout pour ou tout contre. Et donc agir ensemble, c'est un peu une nouvelle manière d'aborder les sujets au cas par cas et d'avoir l'intérêt général comme priorité. Et comment ça fonctionne en fait, la collaboration? Vous êtes par exemple impliqué dans les groupes de travail de la majorité? Comment Oui, bien sûr. Alors, nous sommes indépendants, libres, nous ne sommes pas en marche, donc nous avons notre propre façon de travailler, mais nous travaillons en totale cohérence et cohésion avec les autres membres de la majorité, notamment La République En Marche, Territoire de Progrès ou encore le MoDem, et donc nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors pour cette émission, on a une tradition, donc avant de passer à votre proposition de loi, c'est le passage en revue de quelques propositions de loi qui ont été déposées ces 15 derniers jours à l'Assemblée. Et on aimerait recueillir votre avis sur ces différentes PPL. Donc aujourd'hui, on en a sélectionné 3. La première peut-être va vous parler puisqu'il s'agit d'une proposition de la députée Ligue du Sud, Marie-France Laureau, qui propose notamment d'interdire les salles de shoot. Après une expérimentation à Paris et à Strasbourg, le ministère de la Santé a souhaité poursuivre cette expérimentation. L'INSERM également, l'Institut de recherche médicale, a publié un rapport où il se montre plutôt favorable à cette idée. Et de son côté, elle estime qu'aujourd'hui, ça cause trop de nuisances par rapport aux riverains et ça pose vraiment de réels problèmes sécuritaires. Et elle propose l'interdiction pure et simple des salles de shoot. Quelle est votre position? On sait qu'en tant que député de Paris, notamment du 18e, vous avez peut-être pu être confronté à ces sujets autour de la drogue, notamment du crack, qui est extrêmement présent. Quelle est votre position sur cette PPL? Je suis défavorable à cette PPL. D'abord, ce ne sont pas des salles de shoot. C'est un terme très médiatique et utilisé par certains politiques. Mais ça prouve une certaine aussi méconnaissance des réalités parce que ce sont plutôt des salles de consommation. Je vois, excusez-moi, je vous coupe 2 petites secondes. Delphine Sarfati-Sobrea, je vois que vous êtes à l'écran. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc Delphine Sarfati-Sobrea, qui, je le disais, est la présidente de l'Union des fabricants et qui pourra commenter tout au long de ce live les mesures qui seront détaillées par M. Bonsoir à vous. Ravi de vous retrouver. Alors sur le sujet des salles de shoot, terme utilisé par la députée que vous citiez, c'est un mauvais terme. Vous parlez de salles de consommation, ce sont des sujets extrêmement complexes, extrêmement difficiles. Et il ne faut pas y aller avec des a priori idéologiques. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord de la vie d'hommes et de femmes qui sont dépendants de drogue. Et quand on connaît le phénomène du crack, c'est une drogue à laquelle on s'accoutume très vite, qui est très dangereuse, qui ravage des vies. Et donc je pense qu'il faut beaucoup d'humilité quand on aborde ces sujets. Et le but, c'est de les sortir progressivement de la drogue. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande des mesures d'accompagnement sur le plan médical, social et psychologique. Et en même temps, il y a une autre difficulté, c'est que les riverains en première ligne subissent les nuisances, les problématiques de sécurité et de tranquillité qui peuvent être causées par des trafics ou par des personnes qui sont dépendantes de la drogue qui peuvent dériver de manière très grave. Et donc, moi je suis favorable, non pas à des grands termes, mais à des petites unités adaptées à taille humaine, qui accompagnent sur le plan médical ces personnes, social et psychologique, pour essayer de les sortir progressivement de la drogue et déjà de les sortir de la rue, parce qu'elles sont livrées elles-mêmes et elles sont dangereuses pour d'autres personnes, notamment pour les riverains. Et donc, s'occuper sur le plan social, psychologique et médical de ces personnes dans des petites unités à taille humaine, c'est aussi régler les problèmes des riverains qui, en première ligne, subissent de très graves nuisances, voire des violences, lorsque certaines personnes deviennent dangereuses. Donc il faut avoir une approche, j'allais dire, d'intérêt général, une approche humaniste des sujets, et avoir le courage et la lucidité d'avoir une politique de long terme, parce que ce n'est pas à coup de PPL, de yaka et de faucon qu'on va régler les problèmes. Autre proposition de loi, celle-ci déposée par l'élu LR Robin Reda, qui a déposé une proposition de loi visant à lutter contre la prolifération des punaises de lit
C'est un vrai sujet en Île-de-France. Apparemment, leur nombre a totalement explosé ces dernières années, avec 400 000 sites infectés en 2018 contre 200 000 en 2017. Bien qu'en Île-de-France, on a 100 000 sites infectés, soit un quart du total des sites infectés en 2018. L'une des principales mesures qu'ils proposent, c'est notamment d'inscrire dans le Code civil l'obligation pour les bailleurs de délivrer un logement dépourvu de tout nuisible afin de prévenir de l'infection des punaises de lit. Que pensez-vous de cette situation? C'est vrai qu'en Île-de-France, on a pu en entendre parler, je pense. Généralement, ça peut même toucher des logements entiers, des voisins aussi qui n'étaient pas concernés. Est-ce que vous auriez pu légiférer sur ce sujet? C'est un sujet qui est très important. Au Conseil de Paris, comme élu local aussi, puisque je suis un élu du 18e de Paris, avec mon collègue Christian Honoré, nous avons soulevé ce sujet déjà il y a plusieurs années, qui est un vrai sujet, un vrai fléau. Nous avons alerté les bailleurs sociaux, comme élus d'opposition de la ville de Paris, sur ce sujet. Et donc moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on puisse aborder à l'Assemblée nationale de ce sujet pour lutter contre cette prolifération et donc d'obliger en fait les bailleurs sociaux à agir. Mais ça se trouve aussi dans les logements privés et donc d'obliger aussi les propriétaires, de les aider, le cas échéant, à pouvoir prendre les bonnes mesures pour lutter contre ces punaises de lit. Elles ont largement investi un certain nombre de bâtiments, d'immeubles en Île-de-France, pas seulement, mais notamment en Île-de-France et à Paris. Et donc je trouve que c'est bien que Robin Reda puisse évoquer ce sujet à l'Assemblée nationale. Et j'ai plein de propositions à lui faire pour enrichir encore sa proposition de loi. Bon, on suivra ça avec attention. Dernière proposition de loi, celle-ci, celle de Delphine Bagary, qui est députée PS, qui a déposé une proposition de loi pour rendre les transports publics gratuits aux étudiants. Donc la charge pour l'État serait effectuée par une taxe additionnelle prévue au Code général des impôts et pour les collectivités par la majoration de la dotation globale de fonctionnement. Donc c'est ce qu'elle propose dans l'exposé des motifs de sa loi. Est-ce que ce type de mesure vous paraît possible, notamment en cette période ? Pour les étudiants ou pour des personnes qui ont des revenus modestes, oui. D'ailleurs, il y a déjà des tarifications spécifiques. Donc je peux être favorable à cela. Mais je ne suis pas favorable en revanche au transport gratuit pour tout le monde. C'est une proposition qui avait été amenée par Audrey Pulvar, par exemple, dans la campagne régionale. C'est tout à fait louable, mais j'y suis opposé pour une raison simple, c'est que c'est des recettes en moins pour investir dans nos transports, et nous avons besoin beaucoup d'investissements dans les transports en commun pour améliorer l'accessibilité, pour améliorer le confort, pour améliorer la sécurité, pour changer les trains, pour changer le matériel roulant, et tout ça, ce sont des investissements très lourds, donc se priver de recettes, c'est quand même dommage. En revanche, pour des étudiants ou des personnes qui ont des revenus modestes, oui, je suis plutôt favorable à la gratuité, mais pas pour tout le monde, encore une fois, comme ça a été proposé il y a quelque temps dans le débat public. Merci. On va démarrer du coup l'entretien sur votre proposition de loi avec un petit point statistique. Delphine Sarfati, je vous invite également à réagir sur cette partie-là. Donc, d'après l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, la contrefaçon ferait perdre 60 milliards d'euros par an à 13 secteurs économiques clés en Europe. En France, le manque à gagner des entreprises s'élèverait à 6,7 milliards d'euros et signifierait la perte de 35 000 emplois tous les ans. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ? Écoutez, nous avons un vrai fléau. La contrefaçon, c'est un vrai fléau. C'est un fléau parce que ça affaiblit nos savoir-faire, nos créateurs, nos investissements, ça détruit de l'emploi. Et au-delà de ça, il faut bien comprendre que la contrefaçon, c'est au fond un modèle très dangereux de société, anti-écologique, au moment où on veut lutter contre le réchauffement climatique. C'est très dangereux parce que souvent c'est l'exploitation d'enfants à l'autre bout du monde. C'est le financement de réseaux mafieux qui financent de la délinquance ou de la criminalité. Et il y a même eu des études qui ont évoqué la possibilité de financement du terrorisme. Donc il faut sensibiliser tous les acteurs, à commencer par le consommateur. Le consommateur doit être évidemment sensibilisé pour qu'il puisse avoir les outils pour se dire « je suis
un citoyen responsable et je dois faire attention à ce que je consomme. Donc protégeons notre savoir-faire, protégeons notre attractivité, protégeons nos emplois en luttant contre la contrefaçon. Mais en luttant contre la contrefaçon, on se fait une certaine idée de la lutte contre le réchauffement climatique, une certaine idée éthique de lutte contre l'exploitation d'enfants et une certaine idée éthique aussi en luttant contre tous les réseaux mafieux qui financent le crime organisé. On aura l'occasion justement de revenir sur toutes les conséquences du phénomène. Peut-être un petit panorama de comment vous avez démarré tout ce travail, puisqu'on sait que ça fait plusieurs années que vous travaillez sur le sujet, notamment avec votre collègue député MoDem Christophe Blanchet. Comment vous êtes arrivé à travailler sur ce sujet-là ? Est-ce que vous avez été notamment alerté par des acteurs comme l'UNIFAB, dont Delphine Sarfati Sobrera est la porte-parole ? Comment ça s'est organisé ? Vous l'avez dit, nous avons construit ce rapport avec mon collègue Christophe Blanchet, très impliqué sur le sujet. Évidemment, parce que depuis des années, il y a des professionnels, des experts comme l'UNIFAB qui se sont investis. Et aussi parce que moi, comme élu du 18e et comme député de cette 18e circonscription, j'ai vu le bout de la chaîne. C'est-à-dire l'exploitation de personnes vulnérables pour vendre de la contrefaçon, du tabac, toutes les marques que vous imaginez, etc. Et la contrefaçon, elle a proliféré. Je me suis intéressé au sujet et j'ai vu la prolifération partout de la contrefaçon. Car tout peut être contrefait aujourd'hui. On pense évidemment aux grandes marques, mais on peut penser à tout. On peut contrefaire tous les objets. C'est une violation de la propriété intellectuelle et il faut défendre les titulaires de droit parce que les défendre, c'est défendre notre savoir-faire encore, c'est défendre nos emplois et un certain modèle de société. Et donc, quand on voit tout le développement avec Internet aujourd'hui, eh bien, il s'agit maintenant de responsabiliser tous les acteurs et d'inventer de nouveaux leviers à l'échelle internationale, européenne comme nationale pour avoir des réponses très nettes pour lutter contre cette contrefaçon qui, en plus, a beaucoup évolué ces dernières années. Et au-delà d'Internet, c'est beaucoup adapté aussi aux réponses que nous avions pu amener jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut complètement changer la donne pour avoir un niveau de réponse à la hauteur du défi qui est majeur. Oui, vous dites, j'ai vu sur le terrain les conséquences concrètes et néfastes de la contrefaçon. Est-ce que c'était dans le cadre des auditions que vous avez faites dans l'exposé des motifs, par exemple, vous dites que vous êtes allé visiter, par exemple, le port du Havre, vous êtes allé visiter le quartier Château-Rouge aussi à Paris, vous êtes allé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Est-ce que c'est durant ces visites que vous avez vraiment pris conscience du phénomène ou c'est vraiment des rapports, des enquêtes qui vous ont été transmises ? Alors, la première fois où j'ai vraiment vu le phénomène, ça date de nombreuses années. C'est évidemment chez moi. Par exemple, vous avez cité Château-Rouge, à Barbès. Je pourrais citer la porte de Clignancourt, la porte de Montmartre, où il y a de la vente, de la contrefaçon. On peut imaginer des chaussures, des sacs à main, du tabac. Donc ça m'a intéressé au sujet. Et donc avec Christophe Blanchet, on a voulu vraiment approfondir la situation. Donc on a auditionné tous les experts, les fabricants, mais aussi des magistrats, des policiers, l'OCDE, l'INPI, qui s'occupe de la propriété intellectuelle, et toutes celles et tous ceux qui ont vraiment des qualités sur le sujet pour se dire on ne peut pas laisser prospérer cette contrefaçon, on ne peut pas laisser prospérer le financement de réseaux extrêmement dangereux du crime organisé, qui détricotent tout à fait notre savoir-faire et qui alimentent de manière très dangereuse une société dans laquelle on ne veut pas vivre. Et puis c'est très dangereux pour notre santé publique. Je prends des exemples, les médicaments. On ne sait pas, mais on contrefait des médicaments aujourd'hui. Et ces médicaments peuvent être dangereux pour la santé publique. Le tabac, c'est extrêmement dangereux. On contrefait tout. Donc on viole la propriété intellectuelle. On vole des savoirs, mais les normes ne sont pas les mêmes. Par exemple, des jouets. Prenez des jouets pour des enfants qui sont contrefaits. Ça ne respecte pas les normes. Ils peuvent être nocifs et dangereux pour la santé de nos enfants. Donc, lutter contre la contrefaçon, c'est à la fois vital pour notre vie économique et sociale, mais c'est vital pour le choix de notre société qui doit être une société plus éthique, plus écologique et plus responsable. Justement, Delphine Sarfati Sobrera, on aimerait vous entendre sur ce qu'est la contrefaçon et ce qu'elle n'est pas aussi. Toute violation de la propriété intellectuelle est-elle de la contrefaçon ? On sait que votre association est spécialiste en protection de la propriété intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur la définition du phénomène ? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Effectivement, en fait, à partir du moment où on crée
que ce soit une marque, un dessin, un modèle, en fait, toute création appartient au créateur. Donc, il faut savoir que légalement, il y a contrefaçon dès qu'il y a un risque de confusion pour un consommateur d'une attention moyenne. Vous imaginez bien que la contrefaçon, c'est une activité qui est pernicieuse. Et les consommateurs, en fait, puisque ça atteint, comme le disait monsieur le député Bournazel, tous les secteurs d'activité, le vrai problème, c'est que les consommateurs se font avoir. Juste un chiffre, vous en avez cité quelques-uns très intéressants au début. On a fait une étude, on a demandé à l'IFOP de faire une étude. Et 37% des consommateurs qui ont acheté de la contrefaçon, notamment en ligne, pensaient acheter un produit authentique. Ce chiffre atteint les 44% lorsqu'il s'agit des plus jeunes, des 15-20 ans. Donc, en fait, la contrefaçon, aujourd'hui, concerne tout le monde. Non seulement elle concerne une entreprise sur deux dont l'activité est volée et spoliée, mais elle concerne aussi la santé et la sécurité du consommateur qui pense avoir un vrai produit qui respecte les normes, avec les qualités des produits authentiques et malheureusement qui se retrouve avec des produits de basse qualité. Autre question, on sait que la France est deuxième, est l'un des pays les plus touchés par le phénomène après les États-Unis. Donc on sait que nous sommes les grands perdants de la contrefaçon. Mais à qui profite le crime ? Parfois des pays nous viennent en tête, mais est-ce qu'on peut avoir un panorama peut-être un peu plus nuancé ? Voilà. Quels sont aujourd'hui les pays les plus actifs qui ont des filières très organisées? En tout cas, il y a une certitude, c'est que ça profite à celles et ceux qui se font du fric sur la misère humaine, sur l'exploitation des enfants, sur l'exploitation de nos ressources naturelles et sur nos emplois et sur notre savoir-faire. C'est très clair et qui financent le crime organisé, je l'ai dit tout à l'heure, des filières mafieuses jusque malheureusement au terrorisme. Et donc c'est extrêmement grave, il faut le dire. Et c'est pour ça que je le disais dès le départ, il faut faire prendre conscience aux consommateurs de la gravité de la situation pour qu'on puisse l'aider à bien comprendre ce qu'il consomme. Est-ce vraiment de la contrefaçon ou pas? Et donc là, on le verra peut-être tout à l'heure dans le débat, il y a aussi beaucoup de mesures à prendre avec les plateformes, parce que sur Internet, il y a beaucoup de contrefaçon qui s'est développée, il y a une responsabilisation des acteurs à mener et un vrai travail à faire au niveau aussi national et judiciaire pour bien former nos magistrats, créer dans un certain nombre de tribunaux des chambres spécialisées pour que dans la durée, on puisse avoir vraiment des actions très concrètes pour cibler celles et ceux qui utilisent la contrefaçon. Je vais vous raconter une anecdote pour ne pas viser spécialement des pays, mais pour vous raconter les choses. En discutant avec un certain nombre d'acteurs, les Jeux Olympiques et Paralympiques qui sont organisés tous les 4 ans, il y a beaucoup de produits contrefaits. On le sait. Des goodies, tout est contrefait. Tout ce qui peut être lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques, qui se vend facilement, peut être contrefait. C'est un exemple, un fléau. Eh bien, vous savez que les Jeux Olympiques et Paralympiques ont eu lieu en 2008 en Chine. Et la Chine s'est battue pour avoir 0 produit contrefait. Quand on veut, on peut. Et peut-être que ce pays, c'est un peu comment se passent les filières de contrefaçon. En tout cas, un certain nombre de produits contrefaits proviennent de Chine, proviennent d'Inde, proviennent d'autres pays. Mais on voit bien que quand il y a une volonté politique, on peut empêcher agir. La contrefaçon. Ce qui veut dire qu'il y a une action à mener au niveau international, la coopération internationale à mener. Et il faut qu'un certain nombre de pays européens et d'autres pays d'autres continents, je pense aux États-Unis, mais à d'autres, puissent travailler ensemble pour créer un rapport de force, pour inverser cette tendance et faire en sorte qu'à l'intérieur de ces pays où il y a beaucoup de contrefaçon qui est faite, eh bien, on puisse la faire reculer de manière très très nette et démanteler ces filières qui sont des filières mafieuses, extrêmement organisées, avec beaucoup de ramifications dans nos pays, beaucoup de ramifications en Europe. Elles sont, ces filières, très agiles, elles montent très vite des structures, en changent très vite de lieu. Elles utilisent des moyens tout à fait inédits. Par exemple, nous sommes allés visiter les douanes. On a vu dans les douanes que maintenant, c'est plus les produits qui arrivent tout faits, c'est des produits qui arrivent par petites parties. Par exemple, vous avez les étiquettes qui arrivent par avion. Alors les douanes récupèrent parfois ces étiquettes contrefaites
Mais l'autre partie, c'est-à-dire le t-shirt sans l'étiquette, va arriver par camion. Donc ils s'adaptent, essaient de contourner le plus possible, évidemment, tous les contrôles. Et donc ça nécessite une véritable coopération internationale et une vraie action à l'échelle déjà de l'Union européenne pour qu'il y ait des harmonisations, des politiques très très fortes. On en parlera tout à l'heure avec Mme Sarfati, notamment dans le cadre de DSA. Oui, tout à fait. Et au niveau... Oui, je vous en prie. Il y a quand même 80% des produits qui proviennent de Chine. Hein. Donc, des produits de contrefaçon qui proviennent de Chine, mais plus proches de nos frontières, il y en a aussi qui proviennent de Turquie. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète et où on l'achète, notamment en ligne. Alors justement, ce serait intéressant de comprendre aujourd'hui quels sont les acteurs qui luttent contre la contrefaçon. À la fois, on le voit avec l'UNIFAB du côté de la société civile, mais également du côté de l'État. On parle des douanes, on parle évidemment du service des renseignements que la douane a également mis en place pour pouvoir traquer, on va dire, les filières. Aujourd'hui, au niveau de l'État, parce que vous en proposez aussi, vous proposez des ajouts et d'autres acteurs pour pouvoir accompagner la lutte contre la contrefaçon. Mais comment c'est organisé, comment c'est structuré aujourd'hui en France au niveau de l'État et même au niveau de la société civile? Peut-être que vous pourriez en dire un mot, Delphine. Alors sur la partie de l'État, d'abord, je veux rendre hommage à tous nos fonctionnaires des douanes. Nous les avons rencontrés, nous sommes allés sur place, notamment à Havre. Ces fonctionnaires font un travail formidable. Il faut les aider, il faut leur donner les moyens d'agir, parce qu'aujourd'hui, ils sont évidemment dépassés par, une prolifération de la contrefaçon, puisque, je le répète, je fais de la pédagogie, tout peut être contrefait aujourd'hui. On utilise tous les moyens du côté de ces mafieux qui font de la contrefaçon. Donc il faut maintenant qu'on arrive à simplifier les choses. Je crois qu'il faut qu'on travaille sur la propriété intellectuelle, donc on a besoin de travailler avec l'INPI, on a besoin de son talent, de son savoir-faire. Il faut qu'on aide notamment nos PME. Donc nous, on propose un groupement d'intérêt public, par exemple, ou une association qui pourrait engager les actions pour ces PME, notamment en justice. On veut mieux former nos magistrats à la lutte contre la contrefaçon. On souhaite créer dans certains tribunaux des chambres spécialisées avec des magistrats qui restent longtemps parce qu'ils seront spécialisés pour lutter contre la contrefaçon. On veut simplifier les démarches aussi et les requêtes pour aller beaucoup plus vite dans les plaintes et dans l'instruction et avoir des sanctions. Maintenant, il faut aussi responsabiliser, on y viendra peut-être tout à l'heure, les plateformes, puisqu'il y a une prolifération de la contrefaçon sur Internet. Et donc, je pense notamment aux plateformes, à nos réseaux sociaux. Je prends cet exemple d'une grande plateforme connue, je ne citerai pas le nom, où on vend facilement des cigarettes contrefaites. Moi-même, je les trouve. Place de marché, très connue. Ah oui, tout à fait, internationalement connue. Et on voit bien qu'il n'y a pas d'action aujourd'hui suffisante. Il faut responsabiliser ces plateformes pour qu'elles aient l'obligation de recenser les contrefaçons qui sont vendues, les actions ensuite qui peuvent être faites pour évidemment procéder aux sanctions contre ces personnes-là, et aussi responsabiliser l'utilisateur de la plateforme par des communications, par l'éducation, et pour expliquer ce qu'est un produit contrefait et comment on doit lutter contre ces produits contrefaits. Je pense qu'il faut qu'on utilise le maximum de leviers, car la lutte contre la contrefaçon, c'est une chaîne avec plusieurs maillons qui doivent être bien imbriqués les uns aux autres, avec une action qui doit être à la fois nationale, policière, judiciaire, en s'appuyant sur l'INPI, en s'appuyant sur le CDE, en s'appuyant sur les fabricants et les associations, avec ce groupement d'intérêt public dont je parlais tout à l'heure, pour faciliter les démarches et soutenir les PME qui n'ont pas les moyens souvent d'aller en justice, et les protéger et les défendre dans leur savoir-faire, défendre leurs emplois. Et en même temps, une action européenne internationale, je le disais, c'est très important, parce que face à des organisations, j'allais dire, criminelles aussi puissantes, eh bien, il faut se donner les leviers pour défendre notre modèle de société. Justement, comment vous avez pris conscience des insuffisances des dispositifs actuels ? Est-ce que justement c'est l'action de l'UNIFAB et d'autres acteurs, d'autres associations de consommateurs qui ont vraiment tiré la sonnette d'alarme ? Comment vous en êtes justement arrivé à faire cette proposition de loi ? C'est que visiblement il fallait agir.
Il faut bouger. Alors, évidemment, depuis beaucoup plus longtemps que nous, les experts, les associations, l'UNIFAB travaillent sur ces sujets. Je pense qu'au moins, notre travail aura eu le mérite, d'abord par notre rapport, de poser un diagnostic clair, net, de la situation. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Voilà. Et puis on a fait des propositions fortes. On les a mis dans le débat public. Beaucoup de partenaires ont appuyé nos propositions sur le plan politique, dans la diversité des sensibilités politiques. Les différents partenaires privés, dans la pluralité de leurs intérêts, si j'ose dire, ont appuyé cette démarche-là. Et donc nous avons décidé de faire une proposition de loi. Et je pense qu'à l'automne, cette proposition de loi sera débattue au Parlement, puisque le groupe Agir Ensemble et le groupe Modem auront chacun une niche. Et avec mon collègue Christophe Blanchet, on s'est dit, le premier groupe qui a la possibilité de déposer cette PPL le fera. Donc à l'automne, à l'Assemblée nationale, nous débattrons de notre proposition de loi pour lutter contre la contrefaçon et mettre chacun face à ses responsabilités pour qu'on avance vraiment. Et ensuite, nous avons interpellé le gouvernement et le président de la République, notamment dans le cadre de la future présidence française de l'Union européenne à partir de janvier, pour que, dans le cadre de cette présidence française de l'Union européenne, la lutte contre la contrefaçon soit une priorité pour obliger nos partenaires de l'Union européenne à mettre en place des politiques publiques, notamment vis-à-vis des plateformes, mais pas seulement, notamment dans la stratégie de coopération internationale pour lutter contre les filières dans les pays dont nous parlions tout à l'heure, que ce soit la Chine même, la Turquie ou d'autres pays qui utilisent la contrefaçon pour financer malheureusement des filières très dangereuses. Avant de passer du coup au détail des mesures de votre PPL, on va s'arrêter 2 petites minutes sur le chat. Là, je vois qu'il y a des questions. Kirnaker, bonjour Kirnaker. C'est quoi la différence entre une vraie Nike fabriquée par des enfants en Chine et une fausse fabriquée par des enfants aussi? Ah, là, il pose... Déjà, il faut quand même savoir que les enfants ne fabriquent pas de fausses chaussures de marque, que ce soit en Chine ou ailleurs. C'est une rumeur, ça a peut-être existé au moment où moi je n'étais pas née, mais c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, on peut répondre à cette personne que la différence, en tout cas, entre un vrai produit et un faux produit, c'est que le vrai produit, il est fabriqué dans les normes, il respecte les normes en vigueur, les entreprises payent des charges sociales, protègent donc leurs salariés, payent aussi des impôts et participent à la fiscalité d'un pays, ce qui fait plus d'hôpitaux, plus de services publics, etc. Et donc, tandis que les contrefacteurs font fi de tout cela et ils profitent du système en vendant des produits de très mauvaise qualité à des consommateurs et souvent très chers. J'ajoute que ce que vient d'être dit est tout à fait vrai. J'ajoute que sur le plan écologique, tous les produits contrefaits, ne respectant pas les normes, sont extrêmement dangereux pour la planète, utilisent des ressources naturelles alors que parfois tout ça est tout à fait évidemment illégal, et surtout ne respectent vraiment rien. Et c'est ainsi qu'on pollue notamment nos océans, nos fleuves et nos rivières, parce qu'il n'y a aucun respect de la règle de droit et de la protection des normes. Je prenais l'exemple des jouets tout à l'heure. Quand vous achetez des jouets contrefaits, vous mettez en danger la santé d'enfants qui les produisent pour faire plaisir à d'autres enfants qui, eux, peuvent se mettre en danger pour leur santé parce que ces produits ne respectent pas les normes et quand ils les mettent à la bouche ou les utilisent, il peut y avoir de nombreux problèmes, et il y a eu de nombreux problèmes. Autre question de Sitstel. Certains diront que la contrefaçon, c'est la rançon de la gloire pour certaines marques. On sait que l'un des principaux problèmes, justement, pour les marques, notamment de l'industrie du luxe ou même d'autres marques, c'est justement de voir leur image, leur réputation touchée, ce qui peut, de fait, impacter leur vente, leur image. Est-ce que vous êtes d'accord avec Sitstel ? Alors moi, je défendrai toujours la propriété intellectuelle, que ce soit pour nos grandes marques, du luxe, à la petite PME qui va produire le petit bouchon de je ne sais pas quelle bouteille de vin, peu importe. Je vais défendre la propriété intellectuelle parce que c'est une vision de la société, je l'ai dit tout à l'heure, de nos emplois, de notre savoir-faire.
le luxe, c'est important, c'est de l'emploi derrière. C'est aussi la vitrine, c'est aussi le rayonnement. Et donc, la contrefaçon, et bien souvent, c'est là aussi de l'exploitation d'enfants ou de personnes qui sont mal payées. C'est aussi des produits qui affaiblissent une propriété intellectuelle, un certain savoir-faire, qui détruisent de l'emploi là où ils ont leurs investissements et leur production. Et donc, du petit objet au grand objet de valeur, de la PME à la grande entreprise, il faut défendre la propriété intellectuelle. Partout et tout le temps, parce que c'est une certaine vision de la société et c'est surtout une lutte contre cette contrefaçon qui, encore une fois, finance le crime organisé. Et comme consommateur et comme citoyen, on doit être alerté. Je le dis moi-même. J'ai alerté un certain nombre de mes amis qui me disaient oh bah oui bah moi quand je voyage oui c'est vrai qu'il m'arrivait d'acheter tel truc, je sais qu'il est contrefait. Oui, mais quand vous leur expliquez les enjeux, ils m'ont tous dit moi c'est terminé la contrefaçon. Voilà. Donc je pense qu'il faut avoir le sens des responsabilités, une certaine éthique et bien informer le consommateur et avoir une vraie éducation qui passera aussi, je pense, par c'est des propositions que moi j'avais faites qui me semblent essentielles, qui passent par l'école aussi. À l'école, on doit transmettre aussi ce qu'est le savoir consommer, l'éthique, la responsabilité du consommateur pour éviter une société dans laquelle eh bien, ça soit la loi de la jungle, la loi du plus fort, et que celles et ceux qui font n'importe quoi et qui cassent nos savoir-faire, nos emplois, qui abusent de notre planète et qui, sur des questions éthiques, abusent du travail des enfants, puissent continuer à prospérer. Bien non, à un moment, il faut que ça s'arrête. Mais ce que semble dire Citestel, c'est que c'est un peu inévitable du moment où on a justement des champions, hein, finalement. L'industrie du luxe en France, ça reste aujourd'hui une référence au niveau mondial. Et ce qu'il semble dire, c'est que c'est un peu inévitable, en fait. Mais je ne dis pas que... C'est évident parce que le consommateur n'est pas éduqué, pardonnez-moi, monsieur le député. Mais en fait, si le consommateur est éduqué, comme le député Bournazel vient de le dire, qu'il a conscience des conséquences de la contrefaçon, je pense que personne, en fait, ne voudrait acheter de la contrefaçon. Si demain, tout le monde sait que la contrefaçon finance le terrorisme, fait travailler des enfants, ne respecte pas l'environnement, au moment où on est dans une société quand même où on veut plus d'écologie, où on veut plus de consommation responsable, personne n'achèterait de la contrefaçon. Donc ce qui était inévitable, finalement, c'est la formation. Je pense qu'on va être obligé, en France, comme ça se fait dans d'autres pays, d'éduquer nos enfants et... nous travaillons d'ailleurs à cela avec le ministère de l'Éducation depuis un certain nombre d'années. J'espère que ça finira par aboutir parce qu'il n'est pas normal qu'on ne sache pas, qu'on n'apprenne pas ce que c'est que la propriété intellectuelle à l'école, car en fait, la propriété intellectuelle, c'est ce qui fait vivre notre économie. Merci. C'est comme par exemple un enfant qui réalise un dessin. Il réalise son dessin à l'école. Il fait un beau coloriage, il a un très beau dessin. Vous lui piquez son dessin et puis vous signez à sa place et vous lui dites maintenant c'est mon dessin et c'est moi qui vais le vendre. Là, il va comprendre ce que c'est. Il faut de la sensibilisation. Voilà, c'est symbolique là ce que je dis. Mais il faut éduquer, expliquer, c'est pas si simple aux consommateurs, aux plus jeunes notamment, qui sont les nouvelles générations qui vont construire le monde de demain, parce que c'est important de choisir la société dans laquelle on veut vivre. Concernant le travail législatif autour de cette PPL, comment ça s'est déroulé au jour le jour voilà, comment vous avez travaillé Alors comme le dit mon collègue Christophe Blanchet, nous ne voulons pas que notre rapport cale un énième placard de l'Assemblée nationale. Donc on fait vivre notre rapport. On a été le défendre auprès de membres du gouvernement, on l'a diffusé moi-même. J'ai écrit aux habitants de ma circonscription pour leur dire le travail que j'avais réalisé avec Christophe Blanchet sur la contrefaçon, avec tous les professionnels, tous les experts. Je leur ai expliqué ce que c'était que la contrefaçon, comment on devait lutter contre la contrefaçon et pourquoi ça réglait aussi des problèmes qu'ils pouvaient connaître, notamment de vente illégale dans leur quartier. Et j'ai eu de retour de beaucoup de citoyens qui ont voulu poser d'autres questions et et s'informer sur le sujet-là. Donc on a fait de la pédagogie. Et puis on s'est dit que comme on était à la fin d'un quinquennat, il ne fallait pas laisser le temps filer. Et donc on a construit cette proposition de loi. Cette proposition de loi existe aujourd'hui
et elle sera le plus tôt possible débattue à l'Assemblée, puisqu'elle est d'initiative parlementaire. Il faut qu'on ait une séance qui soit adaptée. C'est notamment les niches, ce qu'on appelle les niches parlementaires des groupes. Et comme je vous le dis, dès qu'on sera, quand le MoDem et Agir Ensemble auront leur propre niche, eh bien, nous pourrons débattre de cette proposition de loi. Et nous avons déjà alerté nombreux collègues sur le sujet, de différents groupes politiques, de LR aux Insoumis, en passant par les socialistes, la République En Marche, ou les communistes ou d'autres. Beaucoup nous rejoignent déjà et veulent s'impliquer sur notre proposition de loi. Justement, on parlera de l'agenda et de la manière dont vous comptez la faire voter et de vos discussions avec les différents groupes. Peut-être, on le voit, je suppose que tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. On a des associations comme l'Unifab d'un côté et des plateformes de l'autre. Est-ce qu'il y a eu un consensus sur la plupart des sujets ou on a eu des débats un peu enflammés entre différents acteurs qui n'étaient pas vraiment d'accord sur les solutions à apporter? Vous avez des plateformes qui ont joué le jeu, c'est-à-dire qui sont venus nous rencontrer ou qui ont répondu à un questionnaire. Et puis vous avez des plateformes qui nous ont ignorés, comme si elles n'étaient pas concernées par le débat public et qu'elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient sur leur plateforme. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. Mais dans ces cas-là, on n'a pas le droit de ne pas se présenter à une audition, c'est puni pénalement normalement. 7 500 € d'amende. C'est une commission d'enquête. Là, nous étions sur un rapport, mais je trouve que ce n'est pas respectueux du Parlement, ce n'est pas respectueux du peuple, et ce n'est pas respectueux du débat public, dont acte. Mais, à l'échelle européenne, comme à l'échelle nationale, nous devons agir pour responsabiliser tous les acteurs d'Internet et les plateformes. Nous devons les responsabiliser parce que la prolifération de la contrefaçon sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, m'inquiète profondément. C'est au vu et au su de tous. Je vous donne un exemple. Au Havre, nous allons faire des contrôles avec mon collègue Christophe Blanchet et les services des douanes. Nous ouvrons au hasard des colis suspects. Ces colis suspects, c'était des chaises contrefaites, d'une marque connue. Est-ce que le design est beaucoup attaqué? Le design a été imité, c'est une violation de la propriété intellectuelle. Ces chaises, j'ai dit, si je vais les retrouver sur une plateforme. Sur place, avec mon collègue Blanchet, sur notre iPhone, nous avons cherché, nous les avons trouvés. Je ne vais pas citer le nom, sur une plateforme très connue de tout le monde. Française ou internationale? Une grande plateforme internationale très connue qui vendait ces chaises-là. Eh bien, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable. Donc, il faut les responsabiliser, il faut qu'elles puissent retirer les produits contrefaits, il faut qu'elles puissent informer les consommateurs des produits contrefaits qu'elles ont pu trouver sur leur plateforme, et il faut qu'il y ait une action, mais ça, je crois que Mme Sarfati va en parler maintenant, à l'échelle européenne, avec DSA. Nous allons faire des avancées, mais nous-mêmes, nous faisons des propositions supplémentaires pour faire en sorte que, à l'échelle européenne, mais aussi internationale, nous puissions avoir une action résolue pour que ces plateformes puissent participer aussi à une certaine vision plus juste, plus éthique de la société. Puisque vous en parlez actuellement, on va parler du DSA, le Digital Service Act, qui est un règlement qui a été proposé par la Commission européenne pour assurer la régulation du marché du numérique. Ça a été notamment annoncé par le secrétaire d'État au numérique Cédric O il y a quelques mois. En début d'année, il souhaite pré-transcrire ce règlement dans le droit français. Qu'est-ce que le DSA et quelle est la nouveauté, qu'est-ce qu'il va apporter justement dans la lutte contre la contrefaçon sur Internet, puisque là, c'est vraiment ce à quoi il répond. Alors, je laisserai parler Mme Sarfati parce que je sais qu'elle a beaucoup travaillé sur ce sujet et qu'elle connaît bien. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est bien à l'échelle déjà de l'Union européenne qu'on peut être plus fort pour amener des réponses. Et donc, DSA est une avancée. Au niveau des plateformes aussi ? Oui, c'est une avancée très importante de responsabilisation des plateformes. La volonté du gouvernement français, c'est de ne pas attendre, c'est d'agir immédiatement pour transcrire, si vous voulez, dans notre droit national un certain nombre de dispositions et faire en sorte que la France soit leader aussi des pays de l'Union européenne
pour lutter contre cette prolifération de la contrefaçon en responsabilisant les plateformes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les plateformes ne se donnent pas aujourd'hui, pour la plupart, les moyens de lutter contre la contrefaçon. Elles n'ignorent rien de ce qui s'y passe. Alors apparemment, une grande plateforme américaine, Amazon pour ne pas la citer, Le Bon Coin, aurait mis en place des unités spéciales pour justement traquer, enfin modérer davantage les contenus. Bien sûr, bien sûr. En fait, elles ont toutes mis des services brand protection, comme elles les appellent, depuis un certain nombre d'années. Hein. Nous, on collabore avec beaucoup d'entre elles et on va en citer beaucoup pour que personne ne soit oublié. Hein. Ça peut être Facebook, Instagram, Amazon, WeChat, Alibaba et puis Mercado Libre. Il y en a énormément en fait. Et elles ont toutes mis en place des services de brand protection qui sont censés coopérer avec les entreprises. La réalité, elle est bien plus sombre que cela. En fait, il y a effectivement une coopération à différents niveaux. Certaines sont plus coopératives que d'autres, certaines mettent plus de moyens que d'autres, certaines souhaitent vraiment coopérer et d'autres juste faire seulement de la communication sur ces services. Mais la réalité, c'est qu'en fait, elles vendent toutes de la contrefaçon. Elles vendent toutes de la contrefaçon pour une raison extrêmement simple, c'est que la contrefaçon, c'est rentable, c'est extrêmement rentable. Elles ne veulent pas renoncer à un certain nombre d'apports financiers qu'elles arrivent à acquérir quotidiennement grâce à la contrefaçon. Donc c'est pour ça qu'il y a des dialogues qui ont été mis en place, mais à la Commission européenne, il y a un MOU, un dialogue très très important qui s'est mis en place depuis maintenant 5 ou 6 ans, mais qui n'avance quasiment pas. Il y a un dialogue qui s'est mis au niveau français, qui s'est mis en place au niveau français. Nous, on a vraiment un groupe de travail avec les plateformes qui se réunit avec chacune d'entre elles plusieurs fois dans l'année. Mais il y a très peu d'avancées. Donc, comme finalement la soft law, ce qu'on appelle la soft law, ne fonctionne pas, il a fallu aller taper à la porte de notre ministre du numérique, de la Commission européenne, en disant, écoutez, là, Internet dispose d'une législation qui date d'il y a plus de 20 ans. Il faut vraiment que cette législation puisse évoluer parce qu'elle n'est plus adaptée à l'Internet. Internet, c'est formidable, mais comme dans toutes les créations de nouveaux outils, il y a des dérives parce que les voyous comprennent bien qu'eux aussi peuvent tirer parti de l'Internet et il faut adapter la législation. Et nous avons eu gain de cause grâce au DSA qui, nous espérons, sera ambitieux et permettra vraiment de nettoyer Internet de toutes ces contrefaçons. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que propose le DSA justement spécifiquement? Que propose ce règlement? Il y a énormément de propositions qui sont faites par le DSA et pas que sur la contrefaçon, hein, bien sûr, parce que c'est pas un texte qui est sur la contrefaçon, mais il y a surtout un nombre d'amendements que l'UNIFAB a proposé parce que il y a besoin d'un certain nombre en fait de clarifications. Notamment, on peut parler de supprimer les différences de délai par retrait par type de contenu qui risque de créer une confusion. Pour certains produits dangereux, il y a un délai, pour de la contrefaçon, il y en a un autre. Ça va énormément, finalement, compliquer le travail des autorités publiques. Et puis, il y a aussi le statut de signaleur de confiance. Il est très important que quand les contrefaçons sont signalées sur Internet, qu'il y ait un traitement prioritaire, puisque les signaleurs de confiance, qui doivent être aussi les entreprises, puisque ce sont les entreprises qui sont capables de vraiment authentifier leurs produits, soient traités en priorité. Il y a d'autres choses, par exemple, il est absolument important que les plateformes soient obligées de vérifier l'identité des vendeurs, et notamment des vendeurs professionnels. En France, lorsque vous voulez vendre un produit dans un magasin, il faut avoir une société, avoir un cabis, on est identifié tout de suite. C'est pas normal que sur Internet, chacun puisse faire n'importe quoi et que ça ne dérange personne. Donc il faut absolument que les vendeurs soient authentifiés. Et puis, il y a également
choses qui doivent être mises en place, comme par exemple obliger les fournisseurs de services d'hébergement à mettre en place des procédures de notification et de retrait et qu'il y ait des vérifications. Il faut qu'il y ait un système en fait qui soit globalisé et qu'il puisse y avoir une évaluation au bout d'un certain moment pour savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne moins, de manière à pouvoir adapter toutes les méthodes. Parce que pour le moment, toutes ces grandes plateformes et tous ces intermédiaires annoncent à coup de grands chiffres qu'il y a énormément de choses qui sont faites pour lutter contre la contrefaçon, mais c'est invérifiable. Donc, c'est là que ça pose un problème. Et quand on transmet en termes d'études, je vous le disais, près d'un consommateur sur 2 qui pensait acheter un produit authentique online se retrouve avec une contrefaçon. C'est bien qu'il y a un problème. Oui, et là, c'est très important. Et je souscris pleinement à vos propos. Ce qui est interdit en ligne, enfin hors ligne, doit être interdit en ligne. Or, certains considèrent qu'en ligne ou sur des plateformes ou sur des réseaux sociaux, on peut vendre tout et n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment s'adapter là-dessus et le travail qui est effectué est décisif. Et je pense qu'un certain nombre de propositions qui sont faites là sont des bonnes propositions qui vont dans le bon sens. Pour que chacun comprenne bien, je donne un exemple sur un grand réseau social international très connu. J'ai vu qu'un certain nombre d'individus vendaient des cigarettes contrefaites. Où avez-vous vu d'abord qu'on puisse vendre sur des réseaux sociaux des cigarettes et ensuite contrefaites? Si je le vois, normalement, la plateforme ou le réseau social, pardon, en l'occurrence là, devrait le voir. Bon. Et cet individu ne devrait plus pouvoir bénéficier de ce réseau social pour pouvoir vendre de manière illégale, en plus des cigarettes contrefaites. Donc on voit tout le travail qu'il y a à faire en la matière. Quand on regarde de très près, on trouve tout et facilement des produits contrefaits dans tous les domaines, sur tous les objets, voilà, du quotidien, sur tous les logiciels, etc. Donc il faut vraiment prendre conscience de la situation, la gravité de la situation, parce que sinon, avec l'accélération de la prolifération de la contrefaçon sur Internet, c'est un modèle de société qui est en train de prendre place, un modèle que nous n'avons pas choisi et que nous subissons. Mais il y a un nouveau modèle de société qui est aussi en train de prendre toute sa place. C'est justement le modèle de société qui nous parvient avec justement le modèle économique de ces plateformes qui repose plutôt sur la publicité ciblée. Et donc quand on est ciblé, de fait, ces publicités ne sont pas accessibles à tout le monde, puisqu'on est ciblé en fonction de critères socio-démographiques de son genre. Et donc du coup, ça rend quand même, pour le consommateur qui avant était devant sa télé et pouvait avoir accès à toute la publicité, mais en même temps que, on va dire, tous les autres citoyens, ben là, du coup, il est ciblé sur Internet et c'est très difficile. On parlera justement des outils dont disposent les magistrats aujourd'hui pour agir, mais c'est très difficile aujourd'hui d'aller finalement constater ces contrefaçons et ces sites vitrines qui proposent ce type de produit, puisque en fait, si vous n'êtes pas dans la catégorie de ciblage, vous ne voyez pas la publicité. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est la raison pour laquelle, au-delà de la responsabilisation, des nouvelles mesures qui vont être mises en œuvre, des sanctions aussi qui sont absolument nécessaires, il faut aussi que ces plateformes, que ces réseaux sociaux puissent aussi être des éveilleurs de conscience et participent à la lutte contre la contrefaçon par l'éducation aussi de leurs utilisateurs et de leurs clients. Je pense que c'est très important, on l'a dit tout à l'heure, cette éducation, cette formation à la lutte contre la contrefaçon, c'est-à-dire le savoir consommer, au fond, eh bien, doit être aussi pris en charge par ces plateformes, selon moi en tout cas, et par ces réseaux sociaux, qui doivent utiliser aussi leur influence et leur publicité pour pouvoir lutter contre la contrefaçon. C'est ça aussi la responsabilisation. Voilà, c'est de traquer la contrefaçon sur leur site, mais c'est aussi de faire la pédagogie auprès des acheteurs ou auprès de leurs utilisateurs pour expliquer les dangers de la contrefaçon et éveiller les consciences. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer et faire en sorte que les plateformes et les réseaux sociaux jouent le jeu du modèle de société dans lequel nous voulons vivre, et ce n'est pas à elles de les définir ou de nous faire subir la loi du plus fort, c'est-à-dire, je prends l'exemple de la contrefaçon, mais c'est vrai sur
d'autres domaines. Sur les contenus J'ai haineux. par exemple beaucoup lutté Oui. contre les contenus haineux, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la haine de l'autre. Ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et bien de la même façon, vendre des produits contrefaits, c'est un délit. Acheter des produits contrefaits, c'est dangereux pour la société dans laquelle on veut vivre. Et donc, il faut vraiment agir. Voilà. Et les plateformes et les réseaux sociaux doivent apporter leur contribution parce qu'ils sont au carrefour de l'accélération de la diffusion de la contrefaçon. Delphine Sarfati-Sobrera, est-ce que c'est une coopération qui est envisageable avec les plateformes ? Comment aujourd'hui vous travaillez avec elles ? Quels sont vos rapports ? Alors oui, non seulement c'est envisageable, mais c'est extrêmement souhaitable. C'est-à-dire que nous, on travaille avec les plateformes sur l'échange d'informations, sur les pratiques. On leur indique quelles sont les pratiques actuelles des contrefacteurs pour vendre leurs produits. Par exemple, il y a souvent des groupes privés, un peu comme les réunions Tupperware de nos mères. En fait, il y a des groupes privés qui se mettent en place sur Facebook, par exemple, où on vend que de la contrefaçon. Il y a aussi des annonces sponsorisées parfois, où ce sont des contrefaçons qui sont proposées. Donc, on alerte bien sûr ces plateformes pour qu'elles puissent faire retirer les contenus illicites. Et puis, je crois de toute façon qu'elles ont tout intérêt à coopérer parce que finalement, il y a aussi une relation de confiance qu'elles ont avec leurs utilisateurs. Et cette relation de confiance, elles vont finir par la perdre si jamais elles proposent que des produits licites. Donc, pour vraiment lutter contre la contrefaçon, je crois qu'il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. C'est d'une part avoir une bonne législation qui soit applicable et d'autre part d'avoir une coopération avec tous les acteurs de manière à vraiment pouvoir avoir un discours qui soit harmonieux et également qui soit très fort de manière à pouvoir faire stopper les distributeurs de contrefaçon. Alors, je propose qu'on regarde plus en détail les mesures principales de votre proposition de loi maintenant. Donc, vous proposez des mesures sur principalement 4 volets. Le volet institutionnel, judiciaire, également un volet qui concerne les douanes, plus précisément, et une série de nouveautés qui pourraient notamment permettre d'agir concrètement sur le terrain. Concernant le volet institutionnel, vous faites ce constat. Aujourd'hui, nous avons des acteurs compétents sur les terrains, mais pas assez coordonnés. Et vous préconisez la mise en place de structures de coordination, de lutte contre la contrefaçon, comme un délégué interministériel chargé d'animer la politique publique et une unité de coordination de la lutte anti-contrefaçon aux compétences plus opérationnelles. Comment s'organiserait concrètement la mise en place de ce nouveau délégué interministériel? De quel ministère dépendrait-il et quel serait son rôle? Alors justement, en étant interministériel, il sort des clivages ministériels et peut travailler avec tous les acteurs. C'est ça qui est très important et il aura en charge la coordination. Il y a besoin de coordonner. Et on a besoin pour ça de travailler avec les différents ministères, mais on a besoin de travailler avec les partenaires privés, on a besoin de travailler avec l'OCDE qui a des éléments et des chiffres absolument intéressants. On a besoin de mettre au cœur de ce dispositif l'INPI, parce que la propriété intellectuelle, la défense des titulaires de droits, c'est absolument essentiel. Et on fait un certain nombre de propositions en la matière dans notre proposition de loi. Et puis il faut y avoir une vraie volonté politique. Ça, je crois que c'est absolument essentiel. Mais elle peut venir de quel ministère, justement? Non, la volonté politique, pour moi, elle vient de tout en haut. C'est-à-dire, elle vient, au fond, du chef du gouvernement, parce que ça doit irriguer l'ensemble des ministères et des administrations pour qu'ils travaillent avec tous les partenaires, avec ce délégué interministériel qui ferait la coordination pour qu'on évalue ce qui est fait, par qui, comment, et ce qui est bien fait et ce qui n'est pas bien fait, qu'on corrige ce qui n'est pas bien fait et qu'on valorise ce qui est bien fait. Et puis, qui ait vocation aussi, cette volonté politique, à mettre sur la place publique le sujet de la contrefaçon, dont on parle très peu, et dont on parle dans les médias, dont on parle dans les écoles, c'est le lien avec les ministères de l'Éducation nationale, dans les associations, dont on parle pour faire de la pédagogie, dont on doit parler pour, au fond, éduquer le consommateur au respect de son environnement, au respect de la planète, au respect de nos savoir-faire, au respect de nos emplois, au respect, au fond, d'une certaine éthique de lutte contre des filières mafieuses, de lutte contre le travail des enfants. Tout ça n'est pas suffisamment su. Donc la volonté politique,
c'est aussi une stratégie de communication, Vous allez pouvoir nous en dire un mot publique volontariste au service de la lutte contre la contrefaçon. On a l'impression, quand on lutte contre la contrefaçon, parfois, quand les gens connaissent de très loin, que c'est quelque chose qui ne les concerne pas. Si, parce que on se fait tout savoir, un moment ou un autre, par l'achat de la contrefaçon, puisqu'on peut tout contrefaire maintenant. Il y a ceux aussi qui achètent de la contrefaçon de manière tout à fait consciente, en se disant je m'en fous, j'achète de la contrefaçon parce que c'est ceci, c'est cela, c'est moins cher, c'est plus simple, je sais pas quoi. Mais qui ne savent pas forcément derrière quelles sont les implications et les conséquences de leur acte de consommation. Et cette volonté politique qui permettrait d'avoir une action publique plus résolue, mais en même temps d'avoir une véritable stratégie de communication de la part de la puissance publique pour mieux orienter les consommateurs serait un effet extrêmement bénéfique. Donc moi je crois beaucoup à la vertu de l'éducation et de la pédagogie sur un phénomène qui est trop méconnu et sur lequel nous devons vraiment agir. Autre mesure sur le volet institutionnel, en parlant de l'INPI, donc l'Institut national de la propriété industrielle. Donc elle a déjà mis en place un observatoire pour analyser le phénomène et vous proposez qu'il soit renforcé avec un groupement d'intérêt public chargé de faciliter la défense des droits de propriété intellectuelle des entreprises. Qu'est-ce que ça peut faire changer aujourd'hui ce groupement d'intérêt public ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut tout contrefaire. Et donc tout le monde est concerné, de la petite, moyenne entreprise aux grandes entreprises. Et beaucoup de PME n'ont pas forcément les moyens, le temps, l'énergie de défendre leur savoir-faire. Et il me paraît essentiel de les défendre, parce que c'est éthique, mais c'est aussi pour défendre leur savoir-faire et les emplois qu'il y a derrière. Et donc, évidemment, un groupement ou une association aurait quand même un avantage de pouvoir porter haut et fort leurs paroles, de pouvoir défendre leurs droits, de faire connaître leur défense de leur propriété intellectuelle. Et on propose aussi un certain nombre de simplifications qui permettront d'agir plus efficacement pour agir en justice et faire en sorte que leur savoir-faire soit protégé. Donc ce serait plus spécifiquement sur les PME. De votre côté, Delphine Serfati-Sobrera, l'UNIFAB rassemble quel type d'acteurs généralement des gros industriels ou tout type, même des PME ? Non, à l'UNIFAB, on a vraiment tous les secteurs d'activité qui sont représentés et puis toutes les tailles d'entreprises, aussi bien des PME, même des TPE. On a évidemment des grosses entreprises nationales, internationales, et ainsi que des fédérations professionnelles et des syndicats. Donc, on représente vraiment tout le tissu industriel français. Il faut savoir qu'on a aussi 20% de membres qui ne sont pas des entreprises françaises, mais des entreprises qui ont des activités en France, soit une maison mère, soit un siège, voilà, et qui souffrent aussi de contrefaçon en France. D'accord. Et quelle serait la différence avec le groupement d'intérêt public et la coordination qui pourrait potentiellement se mettre en place avec des acteurs comme l'UNIFAB sur le terrain ? L'idée, c'est que, encore une fois, qu'on soit une grande entreprise ou une TPE ou une PME, on protège son savoir-faire. La difficulté pour la PME, pour la TPE, c'est souvent d'avoir le temps, l'énergie de pouvoir se défendre, de connaître ses droits et de pouvoir les défendre. Donc nous pensons qu'il faut évidemment leur donner les moyens de pouvoir agir en leur nom pour protéger ces titulaires de droits et défendre la propriété intellectuelle. Voilà. On le fait beaucoup déjà, et moi je suis un grand défenseur du secteur de la culture, je défends beaucoup la création, le théâtre, le cinéma, l'audiovisuel, tout le spectacle vivant. Cette création-là, on l'a protégée. Et bien de la même façon, la propriété intellectuelle concernant un certain nombre de savoir-faire et de métiers doit être défendue, parce que c'est aussi, comment vous dire, l'état d'esprit qui doit être le nôtre pour lutter contre la contrefaçon qui met à mal un modèle auquel on est profondément attaché. On passe au volet judiciaire de votre proposition de loi. Pour vous, aujourd'hui, la réponse judiciaire, elle est inefficace, car la contrefaçon
est mal puni en raison d'une faible spécialisation des magistrats et en raison des faibles outils dont ils disposent, en particulier pour lutter contre les sites internet, on en parlait, qui proposent des produits contrefaits. Aujourd'hui, de quels outils disposent-ils et qu'est-ce qui pourrait du coup être proposé ? Pour aller vite et pour faire comprendre ce que nous voulons, c'est que nous voulons déjà que les magistrats soient formés après on répondra le plus à en amont cœur possible et le plus tôt possible aux questions de lutte contre la contrefaçon, mais de manière générale aux phénomènes qui prolifèrent sur Internet, sur les plateformes et sur les réseaux sociaux. Nous souhaitons que dans des tribunaux, il y ait des spécialisations pour lutter contre la contrefaçon et que ces magistrats qui auront été formés et spécialisés puissent dans la durée rester dans leur poste pour pouvoir agir de manière efficace contre la contrefaçon. Car souvent, la méconnaissance du sujet, le changement de magistrats qui commençaient à connaître le sujet et qui sont remplacés par d'autres qui n'ont pas cette spécialisation, fait que, il y a beaucoup de retard dans l'instruction des affaires. Il y a un manque de réponses efficaces. Et donc nous avons cette volonté-là. Comme nous voulons donc rendre plus rapide cette action-là, et bien là aussi, il pourra avoir par le groupement la possibilité d'accélérer les plaintes. Nous souhaitons aussi qu'il y ait des requêtes qui puissent se faire par ces groupements en ligne pour avoir plus d'efficacité pour lutter contre l'infraction et être beaucoup plus réactif face à une machine qui, elle, est extrêmement organisée et efficace. On va répondre à une question du chat, Kirnaker. Donc aujourd'hui, l'État n'est pas capable d'empêcher la vente de drogue ou d'armes sur Internet, donc sur le Darknet, j'imagine. Vous pensez vraiment qu'il est possible d'empêcher la vente de produits contrefaits ? Qu'il y ait des fléaux majeurs sur Internet, ça ne nous a pas échappé et vous avez parfaitement raison de dire que la difficulté, malheureusement on trouve de tout, de tous les produits contrefaits, ils existent dans tous les domaines. Il y a de la drogue, il y a des armes, oui bien sûr, et il faut lutter contre. Bon, il faut se donner les moyens. Ce que je dis, il n'y a pas un seul levier. On travaille sur un levier national pour renforcer nos douanes, pour renforcer notre institution judiciaire, pour créer des groupements pour que ce soit plus efficace, qu'on défende davantage nos TPE, PME, notre savoir-faire, nos emplois, éduquer les consommateurs, parce que en consommant différemment, on va lutter contre la contrefaçon. Si les consommateurs se détournent de la contrefaçon, on va affaiblir cette contrefaçon. C'est comme ça. C'est en n'achetant pas la contrefaçon qu'on va lutter contre la contrefaçon. Et en même temps, il y a l'échelle européenne, on vient d'en parler, mais il y a l'échelle internationale, je parlais de la coopération internationale. Il faut créer du rapport de force contre des pays qui laissent faire et qui assument complètement la contrefaçon, on les a cités tout à l'heure. Et les pays qui en sont victimes, que ce soit la France ou beaucoup de pays de l'Union européenne, les États-Unis ou d'autres pays dans le monde, doivent s'agréger, avoir une stratégie de coopération internationale pour lutter contre ces filières mafieuses et organisées et créer un rapport de force avec les pays où il y a du laisser-aller, pour ne pas dire plus. C'est du laisser-aller ou une volonté politique? Il y a de la volonté d'un côté, il y a du laisser-aller, en tout cas on ferme les yeux et on laisse faire. Eh bien, il ne faut pas l'accepter. Et il n'y a que le rapport de force. Et qu'est-ce qu'ils ont à gagner typiquement parce que c'est parfois des... c'est des parts de croissance, voilà. Et ce n'est pas les mêmes modèles de société. C'est des modèles où on s'en fout de polluer la planète, les rivières, les fleuves, l'exploiter les enfants, vendre hors normes des produits qui sont dangereux pour la santé de nous tous. Aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, quand vous achetez des cigarettes contrefaites, vous ne savez pas ce que vous fumez. Et les conséquences que ça peut avoir encore plus que les autres cigarettes pour votre santé. Quand vous achetez des médicaments contrefaits, c'est extrêmement dangereux pour votre santé. Ça peut avoir des conséquences très très graves. Quand vous achetez des jouets, je prenais cet exemple tout à l'heure parce que je pense que chacun le comprend, pour vos enfants qui sont des jouets contrefaits, eh bien ces jouets-là ne respectent pas les normes et sont des dangers pour vos enfants. Il y a eu de nombreux accidents et des morts d'enfants avec des produits utilisés qui sont des produits extrêmement nocifs. Et on peut prendre des exemples multiples et variés parce que tout est contrefait aujourd'hui, tout objet, tout logiciel, voilà, on peut violer malheureusement toutes les propriétés intellectuelles et aujourd'hui il faut défendre nos titulaires de droit, défendre notre création et nos savoir-faire, encore une fois notre modèle de société, de civilisation j'allais dire, parce que je pense que c'est un modèle de civilisation, pour faire en sorte qu'on fasse reculer ces réseaux qui sont des réseaux organisés, criminels, qui financent évidemment, et qui sont très liés.
hein, parce que les réseaux de la contrefaçon, c'est la drogue, hein, c'est le trafic d'armes, c'est le terrorisme, tout ça est lié, hein, c'est la même chose. Hein. Voilà. Alors, il y a 2 autres questions qui étaient plus haut dans le chat. Une question Oui. de Sixtel. Tout à fait, qui me fait penser à cette question. Delphine Sarfati-Sobrea, peut-être que vous allez pouvoir répondre. Sistel demandait justement comment aujourd'hui on peut repérer qu'on a acheté un produit contrefait. Est-ce qu'il y a des astuces, des techniques qui peuvent Il y a surtout du bon sens. En fait, il faut se demander si on achète le bon produit au bon endroit. Si vous achetez un produit de luxe sur un site online qui vous propose en même temps des pièces détachées automobiles et du dentifrice, il y a vraisemblablement un problème. Si vous achetez une pièce détachée automobile sur un site qui n'est pas spécialisé ou si c'est en dehors de votre réseau de garagistes, c'est qu'il y a un problème. Si vous achetez un parfum ou un cosmétique en dehors du réseau qui est agréé et de la distribution sélective française, c'est qu'il y a un problème. Je crois qu'il faut faire attention à différentes choses. Au prix, ça peut être déjà un bon indicateur, mais le risque maintenant, c'est que les contrefacteurs, ils ont bien compris que pour vendre beaucoup de produits, il fallait faire croire que les produits étaient des produits authentiques et ils mettent souvent en ligne la photo du vrai produit avec un prix approchant le prix du produit authentique. Donc, il faut faire attention au prix, il faut faire attention au site où est-ce qu'on achète le produit, sur un marché, à la sauvette, sur un site internet un peu étrange ou qui n'a pas l'habitude de vendre des produits qu'on souhaite acheter. Il y a aussi les fautes d'orthographe, que ce soit sur le packaging, sur l'emballage ou sur le site internet. Les moyens de paiement, il faut faire attention aux moyens de paiement qui sont proposés parce que les moyens de paiement, c'est un vrai indice. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas payer avec des réseaux classiques, une carte bleue, Visa, une PayPal ou vraiment d'un paiement classique, c'est déjà aussi un indice. Donc, je dirais que c'est un faisceau d'indices et surtout le bon sens. Achetez le bon produit au bon endroit. Si jamais vous avez un doute, c'est vraisemblablement que ce n'est pas le cas. Je vois la question de Kitty2021 qui propose notamment la diffusion d'une campagne télé de lutte contre la contrefaçon. On aura justement l'occasion de revenir sur ce sujet à la fin sur la sensibilisation. Il a raison. Et souvent, dans le cadre de nos éditions, j'ai dit de manière très insistante qu'il fallait que le service public, parce que là, on peut lui demander, mais ça peut être au-delà, les chaînes qui le souhaiteront et le voudront, puissent faire évidemment la promotion de la lutte contre la contrefaçon en éveillant les consciences, en expliquant. Ça peut être par des dessins animés, ça peut être par des spots différents. Je laisse la place à toutes celles et tous ceux qui savent créer. Et en France, on a de nombreux talents qui savent faire des réalisations très, très, très courtes pour faire de la pédagogie. Je trouve que c'est très important, comme il faut le faire d'ailleurs à l'école, comme je disais tout à l'heure, à l'école, dans les associations, par les chaînes de services publics, radio et télé. On peut faire beaucoup de choses. Et s'il y a d'ailleurs des influenceurs sur un certain nombre de sujets veulent le faire, et bien ils sont les bienvenus, parce que je pense que c'est très important. Oui. On a un influenceur qui s'appelle YPenser, qui a fait une vidéo assez longue d'ailleurs sur le sujet de la contrefaçon et la propriété intellectuelle, qui a été vue plus de 600 000 fois en l'espace de 72 heures. Donc ça prouve que le sujet intéresse et effectivement la sensibilisation, elle doit être très importante. Je vous propose à la fin de l'émission, Delphine, que nous revenions sur justement la campagne que vous allez lancer, parce que c'est vraiment un des moyens aujourd'hui d'action privilégiée qu'a l'UNIFAB pour agir. Et comme ça, vous pourrez nous parler un petit peu de ce que vous avez prévu, notamment dans le sud de la France cet été. Alors, pour terminer sur le volet, justement, sur les quelques volets de votre proposition de loi, on va revenir sur le rôle des douanes. Vous proposez notamment la création d'une réserve douanière fortement inspirée des réserves de la gendarmerie, des armées et de la police nationale, en disant notamment que la douane travaille actuellement à cette question et que le texte lui permettrait d'anticiper ses besoins législatifs. Quels sont les problèmes aujourd'hui que rencontrent les douanes dans la lutte contre la contrefaçon? On sait que les douanes ont plusieurs missions. Il y a le contrôle aux frontières, il y a plein de choses. Quelle partie de leur activité occupe la lutte
contre la contrefaçon. Ce qui est compliqué pour eux, et ce que nous avons vu avec eux sur le terrain, c'est maintenant l'agilité de tous ces réseaux mafieux de la contrefaçon. Nous avons constaté avec eux le fractionnement du produit contrefait. Par exemple, vous avez une partie du produit qui arrive avec une des pièces du produit. Vous ne savez pas à quoi ça peut servir. Oui. Il arrive, vous l'avez saisi, mais vous n'avez pas saisi l'ensemble du produit parce que l'autre partie va arriver. Puis c'est envoyé par colis postaux aussi. Alors il y a des colis postaux, exactement. On peut l'envoyer chez des personnes, etc. Il y a par camion. Voilà. Il n'y a pas de limite à l'inventivité, à la créativité de ces réseaux mafieux. Donc pour les douanes, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a quelques années encore, on trouvait le produit entier contrefait. Maintenant, c'est de plus en plus fractionné et ça passe par différentes filières et on envoie beaucoup à domicile. On recrute des gens chez qui on va envoyer une partie des produits contrefaits ou produits contrefaits, etc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué à contrôler par petits fractionnements. Il y a parfois on a vu ça à Roissy, des petites enveloppes comme ça. Alors vous vous dites, bon, je ne peux pas avoir de produits contrefaits. Vous ouvrez, vous avez 20 000 timbres contrefaits. Voilà, vous apprenez que vous avez des faux timbres. Voilà. Exactement. Donc, c'est un travail extrêmement difficile. Donc, au-delà du soutien et des propositions que nous faisons et que nous avons mis dans notre proposition de loi pour donner davantage de moyens aux douanes d'exercer ces missions et d'avoir un niveau de responsabilité beaucoup plus fort, je crois aussi qu'il faut s'attaquer à la racine du mal et faire en sorte de s'attaquer au nerf de la guerre, qui est l'argent, le fric que se font ces filières mafieuses, et ne pas aller vers ce type de consommation. Et donc tout ce qui peut être fait pour les attaquer en amont doit être fait. J'insiste dessus, la pédagogie, parce que les gens qui nous écoutent et qui se disent « Ah, j'ai compris ce soir que c'était pas bien de consommer contrefait, ou que je vais davantage vérifier que lorsque j'achète, ce n'est pas contrefait. » Eh bien, à chaque fois, ils font un acte civique et éthique parce qu'ils vont non seulement protéger nos emplois, notre modèle de société, notre savoir-faire, mais en plus, ils vont affaiblir des filières mafieuses. Et tout cet argent qui ne va pas à ces filières mafieuses va les affaiblir. Et c'est là que je voudrais faire comprendre le sujet de société. C'est que chacun a une part de responsabilité et qu'en additionnant nos parts de responsabilité, évidemment, on va s'attaquer au cœur du problème qui est l'argent que se font ces trafiquants-là. Et donc, les douanes, qui font encore un formidable travail, sont aujourd'hui, il faut le dire, à la fois dépassées par l'inventivité, la créativité, le développement de nouveaux modes d'organisation des filières mafieuses. Et en plus, maintenant, nous avons la prolifération sur Internet. Là, le contexte est évidemment encore plus difficile pour arrêter un certain nombre de produits contrefaits. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas un levier, il n'y a pas que les douanes. Il faut miser sur l'ensemble des acteurs pour pouvoir agir efficacement contre les produits contrefaits et contre celles et ceux qui se font encore une fois de l'argent sur le dos des consommateurs et sur le dos de l'exploitation d'hommes et de femmes et d'enfants payés à bas coût. On va terminer avec justement des nouveautés que vous proposez qui pourraient être utiles à la lutte. Vous proposez notamment l'expérimentation des actions de groupe, également la création d'une chambre juridictionnelle dédiée à la lutte contre la contrefaçon dans certains grands tribunaux. Je poursuis, mais également le fait que les associations de défense des consommateurs particulièrement absentes de la lutte contre la contrefaçon puissent mener également des actions de groupe et également un dispositif original d'évaluation de différentes expérimentations en remobilisant l'ensemble des acteurs du secteur et en les associant à cette évaluation sous l'égide du Comité national anti-contrefaçon 5 ans après la promulgation de la loi. Pour vous, ces mesures sont prioritaires pour ce sont en tout cas des mesures importantes que j'ai expliquées tout à l'heure pour une grande partie d'entre elles. Ce qui est important, c'est bien d'évaluer et de travailler avec tous les partenaires parce que ça va vite évoluer. Parce que d'abord sur Internet,
les choses évoluent extrêmement vite sur les plateformes et sur les réseaux sociaux. Ces filières sont très organisées et dès qu'on va amener des réponses et qu'on va les gêner, incontestablement, elles vont essayer de s'adapter encore différemment. Et donc, il va falloir faire preuve d'agilité, d'avoir vraiment des outils précis, scientifiques, avec tous les experts. Je parlais tout à l'heure de l'INPI, de l'OCDE, de nos partenaires privés, de l'UNIFAB, de toutes celles et tous ceux qui ont des compétences sur le sujet, pour bien suivre et s'adapter à la lutte contre toute la créativité des réseaux de contrefaçon. Mais je réinsiste, je l'aurais dit lourdement plusieurs fois dans l'émission, et je vous remercie de me donner l'occasion de le faire, c'est que c'est en les pénalisant par le fric, et donc qu'on luttera le mieux contre la contrefaçon, c'est en parlant, c'est en éduquant, c'est en formant, c'est en responsabilisant tous les acteurs, et notamment les plateformes là où on peut acheter, qu'on va y arriver, en plus de la coercition et évidemment des sanctions que nous devons amener à toutes celles et tous ceux qui font de la contrefaçon. Mais c'est un vrai sujet de société. Quand on aura compris que c'est un sujet de société et que chacun s'approprie ce sujet de société et a un comportement de consommation exemplaire et éthique, à ce moment-là, la contrefaçon prendra un grand coup et sera en plus l'avantage de porter haut et fort les couleurs de notre fabriqué dans nos usines, dans nos laboratoires, de défendre ce savoir-faire qui est absolument essentiel pour porter haut et fort les couleurs de notre pays. Dernier point, donc un point d'agenda. Quelles sont les prochaines étapes pour la proposition de loi? Vous l'avez déposée il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez déjà des soutiens? Comment ça se passe? Comment vous comptez la faire voter? Alors, on a des soutiens de différents collègues que nous démarchons. Nous avons envoyé évidemment à tous nos collègues notre proposition de loi, mais nous discutons avec certains d'entre eux. Certains m'ont demandé rendez-vous, voulaient comprendre le sujet, n'avaient pas tout, parce que c'est un sujet quand même très compliqué, n'avaient pas tout vu, ils vont lire le rapport, certains veulent déjà co-signer notre proposition de loi. Et je vous l'ai dit, cet automne, nous débattrons à l'Assemblée nationale de notre proposition de loi. Pourquoi ? Parce que Christophe Blanchet, qui est du groupe Modem, et moi-même du groupe Agir Ensemble, nous avons pris l'engagement que la première niche du Modem ou d'Agir Ensemble sera utilisée pour défendre cette proposition de loi et mettre au cœur du débat public la lutte contre la contrefaçon. Et j'espère que sur les réseaux sociaux, j'espère dans les médias, partout, on va parler de ce sujet. Et que chacun va s'intéresser à la lutte contre la contrefaçon et que les citoyens vont prendre conscience de la gravité de la situation. On parle du terrorisme, on parle de la drogue, de fléaux extrêmement graves, extrêmement dangereux pour nos sociétés, on parle de l'exploitation des enfants, etc. Mais tous ces sujets-là sont liés à la contrefaçon. Et parce que la contrefaçon finance tous ces fléaux de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et donc je pense que cette prise de conscience sera salutaire pour défendre une certaine éthique et une certaine conception de l'avenir de notre planète et de notre vivre ensemble. Je pense que c'est un sujet, encore une fois, de société fondamental dont on a jusqu'à présent ignoré les enjeux. Delphine Serfaty-Sobrera, justement, un petit point sur la sensibilisation. Je le disais tout à l'heure et c'était une question qui revenait dans le chat. L'UNIFAB lance des campagnes de sensibilisation sur le terrain, notamment. Vous avez prévu une grosse campagne en juillet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, bien sûr, on lance une campagne de sensibilisation dans le sud de la France. C'est une campagne qu'on mène depuis maintenant une vingtaine d'années. Sud-Est et Sud-Ouest. L'objectif est vraiment de sensibiliser les consommateurs, les citoyens, les touristes et également les locaux aux conséquences de la contrefaçon. Donc, c'est une campagne qui aura pour thème, pour slogan, l'authentique, une valeur sûre, tous responsables face à la contrefaçon, parce que nous sommes tous responsables. Sans consommateurs, il n'y aurait pas de contrefaçon, il ne faut pas l'oublier. Et cette campagne, elle sera lancée le 23 juillet à Cannes, avec le maire de Cannes, David Lisnard, qui nous fait l'honneur de sa présence et de nous accueillir à l'hôtel de ville. Nous aurons également
le ministre Olivier Dussopt qui sera présent avec la directrice générale de la douane. Il y aura une destruction publique des contrefaçons sur le parvis de l'hôtel de ville de Cannes. Donc, si vous avez des gens qui suivent l'émission de Cannes, ils sont invités à venir suivre cette conférence de presse et également cette destruction publique. Ensuite, nous aurons des ambassadeurs qui vont sillonner toutes les plages, les gares, les marchés pendant plus d'un mois pour expliquer quelles sont les conséquences de la contrefaçon sur la santé, sur la sécurité, au niveau social, au niveau environnemental, etc. Parfait. Dernière question de Kirnaker, je la prends avant de clore cet entretien. Que pensez-vous du concept de commun qui vise à partager et à enrichir collectivement la création au lieu de la privatiser ? C'est une plateforme, c'est ça ? Alors c'est une question, donc la question des communs. En tout cas, oui. Pardon, excusez-moi, monsieur le député, je vous laisse la parole si vous le souhaitez. Non, allez-y, j'en prie. En fait, la création, effectivement, qui est partagée, celle qui est mise en commun, on en parle par exemple pour les logiciels, etc. Le logiciel libre, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais il y a une différence entre créer quelque chose pour le créateur et le créer en le partageant ou créer collectivement, et créer quelque chose, vouloir le commercialiser, se le faire voler. C'est vraiment, pour moi, une question totalement différente. Bien sûr que la création commune ou collective est fondamentale et qu'elle existe depuis un certain nombre d'années et que la propriété intellectuelle ne va pas à son encontre. En revanche, si vous créez quelque chose, que vous investissez sur cette chose, que vous faites de la publicité, que vous investissez dans les matières, dans votre réseau de distribution et qu'on vous vole le produit, qu'on vous vole le résultat, ça, ce n'est pas acceptable et ça, c'est illicite. C'est complètement différent. Oui, alors, évidemment, il ne faut pas opposer l'un et l'autre parce que créer quelque chose, inventer quelque chose, ça crée un droit. Hein, c'est le droit à la propriété intellectuelle. Ça crée des titulaires de droits que nous devons protéger et défendre. Je disais comparaison n'est pas raison, mais c'est quand même très lié. Moi, je suis beaucoup investi dans le domaine de la culture et dans le soutien de la diversité de la création. Et on a inventé un modèle d'exception culturelle en France. Ce modèle d'exception culturelle nous est aujourd'hui beaucoup envié. C'est ainsi qu'on peut financer beaucoup de films, attirer beaucoup de tournages, défendre nos théâtres, défendre nos cabarets, défendre notre spectacle vivant en général, différents domaines de la création. Voilà. Le prix unique du livre, enfin, il y a beaucoup de choses. C'est pareil pour défendre nos TPE, nos PME, même nos grandes entreprises, parce que derrière, c'est des savoir-faire. Des objets, sont des logiciels, sont des laboratoires. C'est très important pour la création. Et donc, il faut les soutenir et les aider. Et ça ne va pas à l'encontre de ce qu'on a en commun, puisque ce qu'on a en commun en luttant contre la contrefaçon, c'est une certaine éthique, c'est une certaine conception d'une société dans laquelle on n'accepte pas l'exploitation d'êtres humains, l'exploitation d'enfants. C'est une société dans laquelle on n'accepte pas qu'on puisse faire des choses hors normes, parce que c'est un enjeu de santé publique. C'est une société dans laquelle on n'accepte pas qu'on puisse faire n'importe quoi dans la production en volant des titulaires de droits et en polluant la planète, comme c'est le cas aujourd'hui. Les produits contrefaits, il faut voir ce qui se passe, par exemple en Chine, en Inde, où on trouve les eaux, les rivières polluées, qui vont créer malheureusement beaucoup de problèmes pour la planète et beaucoup de maladies. On le sait, tout ça. C'est aussi un enjeu écologique et de santé publique à l'échelle internationale. Et donc ça doit éveiller nos consciences. Et ça, c'est ce qu'on a de commun. C'est ce qu'on a de commun, c'est ce qu'on doit partager au-delà de nos conditions sociales, de nos origines, de nos convictions, de nos générations. C'est l'avenir de notre vivre ensemble, de notre planète, et on doit le faire avec toutes celles et tous ceux qui peuvent y concourir, à commencer par les défenseurs de la propriété intellectuelle et des titulaires de droits qui défendent la création et le savoir-faire. Merci à vous deux. Merci à vous surtout. Pour cette émission. Nous vous retrouvons très prochainement pour la prochaine revue du Parlement. On recevra la députée Fiona Lazare qui viendra nous parler de sa proposition de loi qui vise à sceller le pacte républicain en renforçant l'égalité des chances. Rendez-vous le 28 juillet. Merci à tous et bonne soirée.
Au revoir. Merci, monsieur le beaucoup. député. Merci à Merci, vous. Delphine Sarfati Sobrera. Merci à Au vous, revoir. bonne soirée. Merci. Merci au chat.
Thank you.